On va se lancer dans un voyage un peu inattendu aujourd'hui. On va voir comment la simple différence de taille entre mâles et femelles chez nos lointains ancêtres primates a pu façonner des fondations même de nos sociétés et jusqu'à notre conception de l'amour. Un parcours étonnant, de la biologie pure jusqu'à l'invention de l'agriculture. Alors, pour commencer à explorer cette question, le plus simple, c'est d'aller voir chez nos plus proches parents, dans le règne animal bien sûr. Et là, tout de suite, on voit que chez les primates, le spectre est immense, vraiment. D'un côté, on a les gorilles, où les mâles sont plus de 2 fois plus massifs que les femelles, et à l'opposé complet, les gibbons, où la différence est quasi nulle, on la voit à peine. Ça nous dit déjà une chose, en biologie, il n'y a pas de réponse unique. Bon, cette différence, elle a un nom un peu technique, c'est le dimorphisme sexuel. Et ce qui est fascinant, c'est que si on se contente de classer nos cousins primates juste par leur poids, une sorte d'hiérarchie très intéressante commence à apparaître. Tout en haut du podium, sans surprise, les gorilles. Le mâle pèse, tenez-vous bien, presque 2 fois et demi le poids de la femelle. C'est énorme. Juste derrière, on trouve les orang-outans, pas très loin. Il faut comprendre que chez ces espèces-là, être grand et costaud, c'est un avantage énorme dans la compétition pour se reproduire. Si on descend un peu, on arrive au milieu du tableau. Là, on trouve les chimpanzés et les bonobos. Eux, ce sont nos plus proches cousins. Et chez eux, les différences sont déjà beaucoup plus faibles. Et l'humain dans tout ça ? Nous, avec une différence moyenne d'environ 15%, on est clairement dans la fourchette basse du classement. On se rapproche beaucoup plus des primates où les sexes sont de taille similaire. Mais attention, ce serait une erreur de s'arrêter au poids total sur la balance. C'est un peu trompeur en fait. La vraie question c'est de quoi est fait ce poids ? Et c'est là qu'on doit faire une distinction cruciale entre le poids brut et la force réelle. On parle de dimorphisme fonctionnel. En gros, au-delà des kilos, qui a le plus de muscles ? C'est cette question-là qui nous donne la clé de la véritable histoire évolutive. Regardez les bonobos par exemple. On a vu que leur différence de poids est assez faible, mais si on regarde leur composition corporelle, c'est une autre histoire. Le mâle a plus de 51% de masse musculaire, alors que la femelle n'en a que 37%. D'un coup, on comprend que la différence de force, elle, est bien plus importante que ce que le poids laissait penser. Alors revenons à nous, les humains. Comment ça se passe ? Ce qui est absolument fascinant dans notre cas, c'est que ce dimorphisme, il n'est pas fixe, ce n'est pas une constante biologique figée. Non, il est modelé, sculpté même, par notre culture et nos modes de vie. Quand on regarde différentes sociétés humaines, on voit des choses surprenantes. Par exemple, les sociétés de chasseurs-cueilleurs, ce sont elles qui ont les plus petites différences de taille entre hommes et femmes. À l'inverse, les groupes de pasteurs ou de guerriers ont les écarts les plus grands. C'est la preuve que notre culture sculpte littéralement nos corps. Ça amène une question vraiment intéressante. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que les chasseurs-cueilleurs, nos ancêtres les plus lointains, ont moins de différences physiques que, par exemple, les premiers agriculteurs qui sont venus après ? Pour trouver la réponse, il faut remonter le temps. Loin, très loin. Il y a des dizaines de milliers d'années, à la fin de l'âge de glace et à la disparition de ce qu'on appelle la mégafaune. Imaginez, quand les proies géantes comme les mammouths disparaissent, il faut tout réapprendre. Les humains ont dû changer complètement leur stratégie de chasse. Et ça a eu un impact direct sur la sélection naturelle, surtout sur le physique masculin. D'un seul coup, la puissance brute, la force explosive nécessaire pour tuer un mammouth est devenue moins cruciale. Ce qui comptait maintenant, c'était l'endurance, la capacité à pister une proie plus petite, plus rapide, pendant des jours. L'avantage d'avoir un physique hyper musclé, il a commencé à diminuer. Et pendant ce temps-là, du côté des femmes, les rôles sont restés globalement les mêmes. La cueillette, le transport des enfants, des ressources, tout ça, ça demande une force constante, une endurance de tous les jours. Donc leurs besoins physiques n'ont pas vraiment changé. Alors que ceux des hommes évoluaient, l'écart entre les deux s'est tout simplement réduit. Et c'est sur ce nouvel équilibre physique que va se produire la plus grande révolution de l'histoire humaine, l'invention de l'agriculture. Et on va voir que ça n'a pas juste changé ce qu'il y avait dans nos assiettes, ça a changé nos désirs les plus profonds. Parce qu'avec l'agriculture, une idée nouvelle apparaît. La propriété, des terres, du bétail. Et si on possède des choses, on veut les transmettre. Et là, pour la toute première fois, la question de la filiation devient absolument centrale. Il faut savoir qui est le père pour savoir à qui léguer ses biens. C'est une préoccupation économique qui n'existait tout simplement pas avant. Et cette obsession de la transmission, elle mène à un besoin de contrôle. C'est là que commence un processus qu'on appelle la domestication. Mais attention, pas seulement des plantes et des animaux. Le mot lui-même vient du latin domus, la maison. L'idée, c'était de tout ramener à la maison, de tout contrôler, y compris la reproduction humaine pour assurer la stabilité. Pour que ce nouveau modèle agricole fonctionne, il fallait réguler la sexualité. Il fallait s'assurer d'avoir une main-d'œuvre fiable et des lignées de succession claires.
C'est tout le sens de cette phrase, un peu provocatrice, qui dit que pour cultiver la terre, l'homme a dû apprendre à cultiver la femme. Le basculement est radical. On passe d'une sexualité qui était plutôt fluide, sociale, à une sexualité qui devient exclusive, reproductive. On passe d'une filiation où le groupe comptait à une filiation centrée sur le père, d'un pouvoir partagé à une structure patriarcale. C'est littéralement la naissance d'un monde nouveau. Mais attention, il ne faut pas voir ça de façon simpliste. Cette nouvelle structure, c'était un peu une cage pour tout le monde. En devenant agriculteurs, les hommes aussi ont perdu quelque chose. Ils ont troqué une forme de liberté instinctive contre le travail sans fin et cyclique des champs. D'une certaine façon, ils se sont aussi domestiqués eux-mêmes. Et tout ça, ça nous ramène à aujourd'hui. On peut se poser la question, après 10 000 ans passés sous le régime de l'agriculture, est-ce que nos sociétés modernes ne sont pas finalement en train de désapprendre ces leçons? Est-ce qu'on ne cherche pas d'une certaine manière à retrouver un peu de la liberté et de la fluidité de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs? La question bien sûr reste ouverte.